Bonsoir à tous, bonsoir chers abonnés, chers followers, bonsoir, soyez salués depuis votre position. Voilà, c'est un plaisir de se retrouver ce soir. Voilà, connectez-vous rapidement, c'est votre serviteur, Serge Ancel Mézin. Alors, j'ai pris rendez-vous avec vous pour ce soir à partir de 21h. Là, il est 21h déjà moins 10. Le temps de s'installer, le temps que tout le monde soit là et puis que nous puissions commencer notre émission, notre direct de ce soir. Alors, chers abonnés, chers followers, soyez salués. Recevez nos salutations, recevez tous mes respects, toute ma considération. Comme nous l'avons annoncé depuis ce matin, nous avions dit c'était une incursion que nous allons faire ce soir, particulièrement dans le camp de Guillaume Kibafori Soro et de ceux-là avec qui il travaille et de comment est-ce que les choses se préparent de leur côté. Nous avons pu avoir un acteur majeur de tout ce qui se prépare, quelqu'un qui est au cœur du système, quelqu'un qui est dans le réseau, comme on le dit, quelqu'un qui est avec eux et qui sait ce qui se prépare, qui est dans qui a l'information, qui est acteur, qui est partie prenante dans l'affaire et qui, de temps en temps, nous envoie certaines informations importantes, certaines informations capitales par rapport à ce qui se prépare, à ce pourquoi on nous menace, à ce pourquoi on nous demande de nous préparer, voilà, à l'apocalypse sur la Côte d'Ivoire. Chers abonnés, chers followers, c'est un plaisir, et je veux ce soir vous saluer depuis votre position, afin que vous puissiez déjà partager au maximum la vidéo. Je vais saluer les abonnés de toute la Côte d'Ivoire, des contrées du pays, les abonnés du nord de la Côte d'Ivoire, de l'est, de l'ouest, ceux du centre. Je veux aussi vous saluer. Peu importe là où vous êtes, recevez les salutations de votre ami, votre frère, et que vous avez adopté depuis plus de 2 ans maintenant sur les réseaux sociaux. Alors, partagez au maximum la vidéo, parce que ce soir, comme à son habitude, c'est des papeaux que nous allons casser. Nous allons faire sortir des choses. Je vous ai dit que nous sommes à quelques mois, à quelques jours des élections présidentielles. Et nous avons des menaces, nous sommes menacés de jour en jour. Nous allons vous dire comment est-ce que monsieur compte s'y prendre, les gens sur qui il s'est basé, leur stratégie, tout et tout. Nous allons, voilà, partager au maximum la vidéo, envoyer la vidéo à tout le monde. Alors, chers followers, chers abonnés, chers Ivoiriens, vous n'êtes sans ignorer que ici, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu plusieurs crises. Nous avons connu plusieurs crises et ces crises-là, malheureusement, ont perduré pendant des années. Pendant des années, la Côte d'Ivoire a été en crise. Excusez-moi. Allô? Oui? Non, j'ai pas ça. Mais il faut partir à la maison. Ok. Il a cherché. Je t'envoie. Je vais chercher le numéro. Je ne suis pas là-bas. Non, j'ai pas ça. Notre pays, comme je le disais, a connu plusieurs crises. Et ces crises ont duré depuis la mort du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, là où certaines personnes se sont autoproclamées héritiers, obligés, imposés, comme les successeurs du père de la nation, notre papa Félix Houphouët-Boigny. Et les crises ont commencé et ça a duré des années, ça fait plus de 10 ans, plus de 20 ans. Nous avons aujourd'hui plus de 30 ans aujourd'hui que nous sommes dans des crises à répétition liées à un lourd héritage qui est de préserver la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Mais la dernière crise en question, ça a été la crise qu'on a connue sous la présidence de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, notre aîné Laurent Gbagbo. Sous cette dirigeance, sous sa gestion des choses, il y a eu ce qu'on appelle une rébellion. Il y a eu ce qu'on appelle une rébellion qui a scindé notre pays en deux pendant plus de 8 ans.
Et lors de cette rébellion, plusieurs visages se sont fait apparaître. Il y a certaines personnes qu'on ne connaissait pas. Il y a certaines personnes qui passaient inaperçues. Il y a certaines personnes qui n'avaient pas d'histoire particulière. Des personnes qui étaient des personnes, comme on le dit, lambda, comme tout le monde. Mais cette rébellion-là, cette crise-là a fabriqué des zéros, a fabriqué des multimilliardaires. Cette crise-là a fait des orphelins. Cette crise-là a fait qu'aujourd'hui, des personnes sont, je veux dire, paralysées à jamais. Des gens ont perdu toute leur famille, tous leurs proches dans cette crise. Des gens ont perdu tout leur investissement de plusieurs années dans cette crise. Des gens ont perdu leurs parents, leurs fonctions dans cette crise. Des gens ont perdu la vie dans cette crise. Des gens ont perdu leur village dans cette crise. Des gens ont perdu toute leur économie de près de 10 ans, de 20 ans dans cette crise. Et des gens ont gagné l'argent pour toute leur vie dans cette crise-là. Des gens sont devenus des multimilliardaires avec le sang des innocents, avec le sang des Ivoiriens. Des gens ont fui des Ivoiriens dans des conteneurs à Boaké au nom de la Côte d'Ivoire, au nom des principes, au nom de certaines valeurs qu'ils ont dénoncées à l'époque. Grâce à cette crise, certains sont devenus des personnalités. Grâce à cette crise, certains sont devenus des maires aujourd'hui. Grâce à cette crise, certains sont devenus députés de la nation. Grâce à cette crise, certains sont devenus ministres de la République. Certains même ont été nés premiers ministres. D'autres ont été même présidents de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. Donc, comme on le dirait, la crise a été interprétée de diverses manières. Il y a eu ceux qui ont subi les inconvénients. Il y a eu ceux qui n'ont fait que jouir des avantages de cette crise-là. Et parmi ces personnes, il y a quelqu'un qui s'est révélé d'une manière extraordinaire, qui a franchi les échelons, qui s'est imposé dans le système de la rébellion et qui est devenu quelqu'un, comme on dit, qui est devenu quelque chose grâce au sang des innocents vexés en Côte d'Ivoire. Grâce aux Ivoiriens qui sont morts, il est devenu quelqu'un. Il est devenu une autorité. Il est devenu une personnalité. Il est devenu quelqu'un qu'on crée, quelqu'un qu'on respecte. Il s'est fait un nom. Il s'est fait une réputation d'enfer, mais de fer. Je nomme Guillaume Kibafori Soro. Je le dis et je le répète, à mon petit âge que je sais, depuis que j'ai commencé à faire la politique en Côte d'Ivoire, à mon jeune âge, en tout cas pour moi, pour la première fois que j'ai entendu parler de Guillaume Kibafori Soro et que j'ai vu Guillaume Kibafori Soro, c'était lors du coup d'État du général Robert Guéhi. Et le général Robert Guéhi, après son coup d'État, a reçu le soutien, l'appel de toute la population, de toutes les couches des populations ivoiriennes. Tout le monde défilait chez le général Robert Guéhi pour venir le féliciter. Je suis en train de parler. Après un coup d'État dans mon pays, ici en Côte d'Ivoire, les gens ont défilé chez celui qui a fait le coup d'État pour le remercier, pour lui dire merci. Parce qu'il a fait un coup d'État sanitaire dans ce pays. Parce qu'il a fait un coup d'État sans effusion de sang. Parce qu'il a fait un coup d'État où il n'y a pas eu de mort. Les gens l'ont célébré. Les prêtres, les pasteurs, les évêques, les imams. Tout le monde est allé dire merci au général Robert Guéhi. Les archevêques qui sont aujourd'hui là ont dit merci au général Robert Guéhi. Parce que c'était pour eux, selon eux, un coup d'État sans effusion de sang. Je reviens en arrière pour préciser qu'un coup d'État doit être condamné. Un coup d'État, peu importe la personne qui fait ce coup d'État, peu importe le contexte, peu importe comment c'est fait, un coup d'État est anticonstitutionnel.
Un coup d'État va contre la démocratie. Donc un coup d'État doit être automatiquement condamné. Mais on a apprécié, on a tous applaudi ici, dans ce pays, le coup d'État contre l'ex-président Henri Konan Bédié, parce que c'était dans un contexte bizarre, dans un contexte où les Ivoiriens du Nord n'avaient pas les places en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui avaient de noms en consonant nordiste n'avaient pas les places dans le contexte ivoirien, et les gens se sentaient étrangers chez eux, les gens étaient menacés, les gens étaient expulsés, et c'est dans ce contexte-là qu'est arrivé ce coup d'État. On s'est dit que juste après ça, et que l'arrivée du général Robert Guèye au pouvoir, que lui qui était censé balayer et installer définitivement la démocratie en Côte d'Ivoire, on s'est dit que nous étions répartis maintenant pour la stabilité et pour la paix. Mais ça fut notre grande surprise de voir que malgré l'intervention de l'armée et du général Robert Guèye, nous sommes encore retombés dans une autre crise post-électorale et qui entraîne des milliers de morts et qui a ensuite vu le général Robert Guèye partir en exil, ainsi de suite, avec l'arrivée de M. Laurent Gbagbo au pouvoir. On s'est dit, dans des conditions aussi calamiteuses, comme l'a déclaré Laurent Gbagbo lui-même. Nous sommes ensuite dit que nous sommes partis maintenant pour une paix, pour une stabilité, pour reconstruire la Côte d'Ivoire, malgré nos différences, que les Ivoiriens du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Centre, pouvaient se retrouver maintenant pour parler de développement, pour parler de stabilité. Hélas, encore une crise. 3000 morts. Nous arrivons maintenant en 2011, où le RHDP du président Dr Alassane Dramane Ouattara, d'alors, juste un rappel, qui était au préalable, au premier tour des élections, candidat de son parti, le RDR à l'époque, qui avait en face de lui le PDCI d'Henri Konan Bédié, l'UDPCI de Mabry Touakeuse, et qui encore, le PIT de Vendier, l'UPCI de Yamir Konan, ainsi de suite. Mais ces différents groupements de partis politiques-là avaient auparavant, en 2005, signé un accord à Paris. Que disait cet accord? Cet accord disait que ces grands partis-là allaient aux élections avec Laurent Gbagbo, contre Laurent Gbagbo, et que le meilleur de parmi ces partis-là, je vais dire, quand Henri Konan Bédié, quand Mabry Touakeuse, quand Francis Vaudier, quand Alassane Ouattara, quand Bédié vont se croiser à Paris, on a 4 grands partis qui aspirent à diriger la Côte d'Ivoire. Nous avons 4 compétences qui aspirent à diriger la Côte d'Ivoire parce qu'ils pensaient, ils croyaient et ils voyaient qu'en face, il y avait quelqu'un, un individu qui gérait le pouvoir, mais que pour eux, n'avait pas la compétence, n'avait pas la carrure, que pour eux, c'était une erreur et qu'on devait se mettre ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Qu'on devait se mettre ensemble, taire nos querelles, pour sauver la mère patrie, pour rehausser l'image de notre pays. Ils ont ainsi taire leurs querelles. Ils ont ainsi taire leurs divergences. Et Henri Konan Bédié, qui avait lancé un mandat d'arrêt contre le docteur Alassane Ouattara, qu'il avait traité de tous les noms, s'est assis à la même table que lui, fumé le calumet de la paix, il a mis de l'eau dans son vin, il a mouillé un peu son cigare, et ils ont mis en place une stratégie pour pouvoir reconquérir la Côte d'Ivoire, et ils ont baptisé cette plateforme-là le rassemblement des soufouettistes pour la paix en Côte d'Ivoire. Les rassemblements des soufouettistes pour la paix, pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, le RHDP. Et en ce moment, ce parti-là était un groupement de partis, politiques. Ce n'était pas un parti politique, mais c'était un groupement de partis politiques né en 2005 à Paris. Mais lorsque ce parti est né à Paris en 2005,
avec Harry Konabédié, avec Mabry Touakeus, avec Alassane Ouattara, avec qui encore? J'oublie son nom là. L'éternel opposant qui est malheureux, qui... Chaque fois quand lui il arrive au pouvoir, c'est là qu'il devient opposant là. J'ai oublié son nom, ce monsieur là. Ça va me revenir. Ils ont monté le parti. Mais nous autres qui étaient très jeunes à l'époque, nous avions cru, on a pensé que ces aînés-là, tellement on avait soif du changement, tellement on avait soif de ce que Laurent Gbagbo quitte le pouvoir pour permettre à la Côte d'Ivoire de redécoller parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas la paix, il y avait une rébellion, il y avait Soro Kibafori qui a profité du système, qui devenait multimilliardaire, il avait une partie du pays entre ses mains et il venait jouir encore dans l'autre moitié avec Laurent Gbagbo. On a vu que c'était une injustice. On a pensé d'abord à une complicité. Mais en pensant aussi à une complicité, on a aussi songé que c'était aussi une incapacité. Ça pouvait être interprété comme une complicité. Pourquoi une complicité? Parce que dans les deux camps, chacun se coulait tous. Chacun devenait milliardaire. Chacun avait de grands projets. Chacun avait son gouvernement. Chacun régnait dans sa zone. Chacun se créait une véritable carapace. Chacun avait sa tribu. Le peuple souffrait. Le pays était divisé. Les caisses étaient divisées. Mais les poches et les richesses n'étaient pas divisées. Les poches et les rêves n'étaient pas divisés. Chers frères et sœurs, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo dans tous les groupes, envoyez la vidéo dans tous les forums, organisez des séances vidéo comme vous avez l'habitude de le faire, envoyez la vidéo dans les groupes WhatsApp, dans les groupes partout, distribuez la bonne nouvelle. Permettez aux jeunes Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, permettez aux jeunes de Yopougon, d'Abobo, de comprendre que nous sommes une famille, que nous sommes tous des Ivoiriens et que nous méritons, malgré nos différences, de vivre ensemble, de vivre en paix. Et que nous pouvons nous entendre pour aller à l'essentiel. Nous pouvons nous entendre pour pouvoir nous mettre autour de nos véritables valeurs, de ce qui nous unit et de ce qui ne pourra jamais nous trahir. Et de ce qui nous unit, c'est la Côte d'Ivoire. Ce qui nous unit, c'est la Côte d'Ivoire rassemblée, la Côte d'Ivoire du Nord, du Sud, de l'enfant, et ainsi de suite. Dans ce contexte, je voulais dire, on a pensé que ces personnes-là allaient nous dire qu'au sorti des conclaves de Paris, que l'opposition ivoirienne à l'époque allait dire que nous proposons tel candidat contre Laurent Gbagbo. Je suis en train de venir. Écoutez-moi très bien. Regardez mon schéma. Nous avons cru que ces aînés-là, qui sont retrouvés à Paris en 2005, allaient dire qu'après notre réflexion, après analyse entre nous, nous décidons de porter telle personne contre le candidat Laurent Gbagbo pour le battre au premier tour des élections. Non. L'orgueil et la volonté de chaque parti politique, de chaque leader politique a prévalu à Paris. Et ils ont dit, nous allons venir contre Laurent Gbagbo. Nous allons venir aux élections. L'opposition d'alors, face à la barbarie, face, je vais dire, aux escadrons de la mort, face aux menaces de Laurent Gbagbo, ils n'ont pas dit on boycotte les élections. L'opposition qui était dirigée par le docteur Alassane Ouattara là, ils n'ont pas dit on boycotte les élections. Ils n'ont pas dit on va brûler la Côte d'Ivoire si on n'est pas candidat. Alors que sa candidature a été rejetée en 2000. Il n'a rien dit. Il n'a pas brûlé la Côte d'Ivoire pour autant. Cette opposition-là était une opposition responsable. Ils ont décidé d'aller aux élections. Mais regardez un peu ce qui va se passer. Les partis qui sont retrouvés à Paris pour créer cette coalition, en réalité, tous ces partis politiques réunis à Paris, à l'époque, en 2005, avaient un seul rêve. Quand ils s'associaient, quand ils s'asseyaient pour créer la coalition, et tous avaient un seul rêve. Le rêve de chaque président de chaque parti qui a signé l'accord politique de Paris pour la création du RHDP, groupement de partis politiques, c'était de gérer le pouvoir.
c'était d'être élu en Côte d'Ivoire avec le soutien des autres. Donc, avec le temps aujourd'hui, on se rend compte que la réconciliation que Bédié a fait avec Alassane Ouattara en 2005 à Paris, celui qui était son bourreau d'hier, à Paris, celui qui l'a traité de tous les noms, celui qui l'a pourchassé, celui qui l'a traité d'étranger, celui qui allait déterrer le corps des amants, toutes ces personnes-là, ce n'était pas une réconciliation pour lui parce qu'il aimait Alassane Ouattara. Parce qu'il reconnaissait en fait ses valeurs. Non, ça n'avait rien à voir. C'était une réconciliation de façade. Juste pour se servir du docteur Alassane Ouattara, pour arriver au pouvoir. C'était le rêve de Bédié. C'était son rêve. Se servir de la vision, de l'impact qu'avait Alassane Ouattara sur les populations pour devenir président de la République. Puisque ce qui intéressait Henri Konan Bédié, depuis son coup d'État qui s'est fait en 1993, la seule chose qui intéressait Henri Konan Bédié, c'était de revenir au pouvoir pour se venger. Revenir au pouvoir pour se venger sur la population. Pour se venger sur ceux qui ont fait le coup d'État. Qui se venger sur ceux qui ont fait qu'il est parti. Donc il trouvait toujours des stratégies. Donc il allait sourire avec Alassane Ouattara à Paris. Mais en réalité, dans son cœur, c'était pour qu'Alassane Ouattara vienne l'aider à devenir président de la République. Mais pour ça, il fallait passer au jugement du peuple. Il fallait laisser le peuple ivoirien décider. Il fallait laisser le peuple ivoirien décider de qui devait le diriger. Et on allait aux élections. Et lors des élections, tous les partis qui ont signé l'accord politique de Ouaga, je suis en train de rappeler cette histoire, cette petite histoire-là, pourquoi on met fin au débat qui dit toujours, c'est nous on a fait, il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un mensonge. C'est une aberration. Vous n'avez rien fait. C'est le peuple qui a décidé. Puisque dans votre accord de principe de Paris, là, vous avez dit, nous tous on vient contre Laurent Gbagbo, on est candidat. Le parti qui serait le mieux placé au deuxième tour, là, nous tous on le soutient. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que quand ils se sont croisés à Paris, là, il n'y a pas un parti qui a fait la passe à son ami. Hein. Tous les autres partis sont dit, allons sur le terrain. Le peuple décide de qui sera le deuxième. Et celui qui devient deuxième, là, nous tous on le soutient. Mais je vous assure, je mets ma main au feu que Bédié et le PDCI étaient convaincus que le deuxième de cette élection face à Gbagbo, là, ça va être eux. Si Henri Konan Bédié, qui a pour son rêve de redevenir encore président de la République depuis des années, n'a pas changé d'ambition, n'a pas changé de rêve, c'était clair. Il était convaincu que lui qui est l'héritier légal de Félix Houphouët-Boigny, lui qui est l'aimé, celui qui est aimé par les Ivoiriens, lui qui était le fils réel de la Côte d'Ivoire, était celui qui allait être plébiscité à l'élection présidentielle de 2010. Chaque parti a fait sa campagne sur le terrain. Le PDCI est allé sur le terrain pour solliciter la voix des Ivoiriens. Le RDR est allé sur le terrain pour solliciter la voix des Ivoiriens. L'UDPCI est allé sur le terrain pour solliciter la voix des Ivoiriens. Qui encore? Yamien Konan était candidat pour solliciter la voix des Ivoiriens. Anaki Kobena était candidat pour solliciter la voix des Ivoiriens. C'est-à-dire que partant de ce principe où des gens qui sont dans une coalition. Ça a duré? Non, c'est là, à la prière. Ok, vas-y. Partant du principe où des gens qui sont dans une coalition, ou des gens qui sont, je veux dire, dans un système, décident d'aller chacun de son côté et que le meilleur, celui que les Ivoiriens auraient choisi, soit le mieux placé face à Laurent Gbagbo, soit
le candidat qui sera soutenu par les autres, partant de ce principe, il n'y a plus de cadeau. C'est-à-dire, partant de ce principe, aucun membre de la plateforme ne devait dire à son ami, c'est moi qui ai fait que tu es devenu deuxième. Si les autres membres, un d'entre eux avait dit, je ne vais pas aux élections parce que je laisse telle personne être notre candidat, on allait dire en ce moment-là, c'est le PDCI qui a fait que le RDI est devenu deuxième. Je suis en train de parler à des personnes très lucides, des personnes très intelligentes, des personnes libérées des passions, de la haine, des personnes qui ne sont pas dans les émotions, mais des personnes qui retiennent et qui savent, qui connaissent l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, et c'est à vous que je parle. Le PDCI ne s'est pas abstenu des élections. Elle est allée dans la seule objectif d'être deuxième pour être soutenue par les autres. Le RDI, pareil. L'UDPCI, pareil. L'UPCI, pareil. Anaki Kobena, pareil, avec le MFA. Mais c'est la détermination des militants. La détermination des militants du RDI, que je salue ici au passage, qui ont fait que le docteur Alassane Dramane Ouattara est devenu deuxième, derrière Laurent Gbagbo. Quel exploit! Dans quel contexte? Les gens parlent, mais les gens oublient vite. Donc, quand l'UDPCI décide de soutenir la candidature de Mabri, la candidature d'Alassane Ouattara au deuxième tour, elle ne fait pas de cadeau à Alassane Ouattara. Non, elle ne fait que respecter un accord déjà préétabli entre eux. Quand le PDCI décide de soutenir au deuxième tour la candidature du candidat du RDR, elle ne fait pas une passe au candidat du RDR. Elle respecte, et je dirais que c'est pour l'une des premières fois où le PDCI a respecté ses engagements, sa signature et sa parole. D'ailleurs, l'environnement, la détermination des Ivoiriens, à l'époque, ne laissait pas le choix à qui que ce soit de décider. Si même il refusait d'accompagner le RDR, mais l'engouement autour de la candidature du docteur Alassane Ouattara était lancé. Ils ont soutenu. Alassane Ouattara a été élu en tant que candidat du RHDP au deuxième tour et il est devenu président de la République. Et nous avons assisté à la tête du pays d'une coalition. Une coalition qui dirigeait notre pays. Mais c'est là que je vais maintenant vous surprendre. Des partis politiques qui étaient dans un groupement ont pris le pouvoir. Écoutez-moi bien. Si je suis allé jusqu'à chercher l'affaire à sa source là, vous allez comprendre comment un enfant gâté est né dans le système ivoirien. Les partis politiques constitués de la République, le PIT, on lui demande des ministres pour composer le nouveau gouvernement. Le PIT propose des ministres. On demande au PDCI des ministres pour composer le nouveau gouvernement. Le PDCI propose des ministres, toujours dans la coalition du RHDP, groupement des partis unifiés. Le MFA propose des ministres. L'UPCI de Yamé-Kona propose des ministres. Quand tous les partis politiques ont fini de proposer les ministres pour construire le nouveau gouvernement, on dit non, attention, il reste quelqu'un. On dit quoi? Il reste qui? On a dit que le gouvernement, il n'y a pas de... Non, on dit il y a quelqu'un là. C'est vrai, il n'est pas de parti politique. Mais comme il a un statut particulier là, on va lui voir, il va nous donner 2 ou 3 ministres. C'est-à-dire, aujourd'hui là, tout ce que Soro Kibafori Guillaume fait là, la faute là, c'est nous. Tout ce que Soro Kibafori Guillaume fait, tout son chantage, toutes ces menaces là, la faute là, ça ne date pas d'aujourd'hui. La faute, c'est nous les Ivoiriens. Et quand je dis nous les Ivoiriens, je parle des autorités d'alors. Et le premier responsable de l'ingérence, de l'implication à un certain degré de Soro Kibafori Guillaume, du chantage,
pendant des années de Soro Kibafori Guillaume, ici en Côte d'Ivoire, dans la vie politique en Côte d'Ivoire, le premier responsable, celui que je pourrais accuser, en premier lieu, c'est Laurent Gbagbo et son incompétence. Laurent Gbagbo et sa faiblesse et je veux dire son incompétence à diriger le pays, la Côte d'Ivoire. Il a imposé Soro Kibafori Guillaume dans le système. Il a fait de Soro un roi pour protéger son fauteuil. Donc quand le RHDP hérite de manière démocratique du pouvoir, ils avaient en face d'eux quelqu'un qui était déjà un roi. Quelqu'un qui était dans un système où il est roi. Où dans sa tête là, il est roi. Où dans sa tête, il veut tout ce qu'il demande, on lui donne. Où tout ce qu'il demande, on lui donne. On l'avait déjà fait roi. Le président d'alors est allé plus loin. Il a qualifié Guillaume Kibafori Soro de son meilleur premier ministre. Laurent Gbagbo a eu pour premier ministre Afin Guessan. A eu pour premier ministre Sédou Eliman Diarra. A eu pour premier ministre Charles Konabani. Il a eu pour son gouvernement fantoche Akenbo. Ça, c'est un autre contexte. Mais Laurent Gbagbo, tous ces universitaires-là, tous ces cadres-là, Laurent Gbagbo a dit à la face du monde que Guillaume Kibafori Soro était son meilleur premier ministre. Était son meilleur premier ministre. Pourquoi? Parce que dans le contexte où Laurent Gbagbo se retrouvait, il n'avait plus de légitimité. Il ne maîtrisait plus le pouvoir. Il ne maîtrisait plus rien sur le territoire. Mais il était quand même président de la République. Il avait les honneurs de président de la République. Il payait les salaires. Donc quand il fait virement des salaires comme ça applaudit dans tout le pays. L'exploit que Laurent Gbagbo a réussi, demandons aux gars, ils vont vous dire. Demandons aux gars, ils vont vous dire que Laurent Gbagbo payait les salaires. Quand vous dites que Gbagbo n'a rien fait là, ils sont fâchés. Parce qu'ils vous disent que Laurent Gbagbo payait les salaires des fonctionnaires. Parce que pour eux, payer les salaires des fonctionnaires, c'était un exploit. C'était un grand job. Laurent Gbagbo payait les salaires. Il peut rendre Soro Kibafori Guillaume roi pourvu qu'il soit et il demeure toujours président de la République de Côte d'Ivoire. Que tout le pays soit pris par Guillaume Kibafori Soro, mais que Laurent Gbagbo soit toujours considéré comme le président de la République de Côte d'Ivoire. Gbagbo, lui, ça le suffisait. Du moment où on l'appelait président de la République, qu'il avait tapis rouge, si on veut là, tout le pays n'a qu'à être pris par Soro Kibafori Guillaume. Que la rébellion soit partout, que le désordre soit partout, mais qu'on l'appelle encore président de la République de Côte d'Ivoire, qu'on dresse le tapis rouge pour Laurent Gbagbo, pour lui ça le suffisait. La preuve, quand on est venu, qu'il a perdu les élections, qu'il ne voulait pas partir, vous savez tout ce qui s'en est suivi, vous connaissez tout le contexte. Mais il a résisté pendant que tout le pays lui échappait là, dans son bunker là. Il était encore appelé président de la République par ses proches et pour lui ça le suffisait. Pour lui ça le suffisait. Du moment où il y avait 2 ou 3 personnes qui continuaient de l'appeler président de la République, Laurent Gbagbo, il était prêt à tenir. Et c'est pourquoi il disait toujours je suis à la barre. Si vous tenez, je tiens. On formait des gouvernements ici en Côte d'Ivoire, des partis politiques, des intellectuels qui se sont assis à Paris, qui ont créé les partis politiques, qui ont un vécu, qui ont une histoire, qui ont des cadres, des universitaires, des gens qui ont fréquenté, qui ont fait des hautes études, des gens qui ont une histoire politique, des gens qui ont une base, qui ont une notoriété. Créent un parti, des partis. Ici, des accords à Paris. Ils prennent le pouvoir. Et au moment d'exercer le pouvoir, où les postes de ministres sont proposés, quand ces intellectuels finissent, on revient vers Soro Kibafori Guillaume pour lui demander à l'universitaire qui n'a jamais eu d'entreprise, il n'a jamais fait quoi que ce soit en Côte d'Ivoire, on lui demande aussi de proposer des ministres pour intégrer le gouvernement au nom de la coalition, alors que nous étions plus sous la rébellion. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se plaint. On se plaint, on trouve que Soro Kibafori Guillaume, c'est un enfant gâté.
Mais c'est un enfant gâté parce qu'il parle à celui qui l'a gâté. Celui qui a gâté Soro Kibafori Guillaume là, c'est à eux qu'il parle. Déjà quand il crie, on lui donne tout ce qu'il voulait là. C'est à eux qu'il parle. Vous m'avez toujours donné tout. Ce que je voulais, j'ai toujours obtenu. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus me donner ce que je demande. Pourquoi? Sinon, à quel titre? À quel titre? Avant les élections de 2010, d'accord. Après les élections de 2010, quand le RHDP, en tant que coalition des partis politiques, prend le pouvoir, à quel titre faut-il accorder des ministres à Guillaume Kibafori Soro pour que des personnes soient dans le gouvernement en tant que ministre proche de Soro Kibafori Guillaume? Soro Kibafori Guillaume n'est pas un parti politique. Soro Kibafori n'est pas de la société civile. Soro Kibafori Guillaume est un ancien rebelle. Et à ce titre, on lui accordait des ministres. À ce titre, on lui accordait des DG. À ce titre, il y avait des personnes qui étaient nommées dans l'administration, dans les chancelleries, parce qu'ils étaient proches de Soro Kibafori Guillaume. J'ai dit, nous sommes à quelques jours des élections, et si on veut guérir la plaie, il faudrait qu'on se dise des choses clairement. Il ne faudrait plus qu'on se voie la face. Quand un individu se retrouve dans un système avec des partis politiques ou des gens qui sont des universitaires, des gens qui ont fait des grandes études, chers frères et sœurs, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo dans tous les groupes. Partagez au maximum la vidéo. Nous sommes 500 personnes en direct actuellement. 500 personnes qui partagent la vidéo dans 10 groupes chacun. Le souci, c'est de permettre au message de passer. C'est-à-dire que quand nous on parle, quand nous on baille, comme on le dit, quand nous on explique, vous aussi, c'est un pacte entre nous. Votre rôle, avec votre permission, c'est de partager au maximum la vidéo. C'est vous qui nous faites. C'est-à-dire quand vous partagez, plus ça vous inspire. Plus vous partagez, plus vous donnez de visibilité. Et plus à la visibilité, plus Soro Kibafori Guillaume, là où le mensonge de Soro Kibafori Guillaume est passé, là où la haine de Soro Kibafori Guillaume est passée, nous on installe la vérité. Et notre vérité touche les cœurs. Notre vérité libère les âmes. Et les gens commencent à voir clair. Donc, aidez-nous à faire passer le message. Aidez-nous à mettre barricade aux actions de Soro Kibafori Guillaume et sa clique. Quand dans ce principe, on accorde des ministères à un individu qui n'est pas un parti politique, qui n'est pas un parti politique, qui n'est pas président des partis politiques, on lui accorde des ministères. Des cadres proches de lui, ses réclamants proches de lui sont nommés à la tête de certaines institutions, sont nommés dans l'administration. De vous à moi. Parce que souvent, quand quelqu'un devient voleur, quand tu es un enfant qui devient voleur, c'est vrai, il faut le condamner, il faut le blâmer, il faut tout ce que dit, parce qu'il est devenu voleur. Mais à un moment donné, il faut se poser la question à l'éducation qu'on a donnée à cet enfant. Il faut poser la question au système dans lequel a grandi cet enfant, à l'environnement dans lequel a grandi cet enfant. Soro Kibafori Guillaume était un rebelle de naissance. Il a grandi dans un système où on lui donnait tout. Il est un opportuniste notoire. Maître chanteur. Un profiteur, un anarcheur, un menteur. Et il essaie toujours des situations pour se glisser. Quand quelqu'un n'est pas président d'un parti politique, il a été premier ministre de transition, premier ministre de Laurent Gbagbo parce qu'il était chef rebelle. Et qu'on allait aux élections, qu'on a gagné les élections. Des partis démocratiquement ont gagné les élections. À quoi ça sert? Quel est le sens? Quelle est l'opportunité qui se faisait à nous? Quelle est l'obligation qu'on avait avec Guillaume Kibafori Soro? De le nommer ministre ou bien de nommer des gens proches de lui, mais qui n'étaient pas forcément déclarés officiellement membres de l'ancien RDR. Mais on se disait qu'ils étaient des proches de Soro Kibafori Guillaume. Quand tu nommes un ministre parce qu'il est proche de Soro Kibafori Guillaume,
Quand tu nommes un directeur parce qu'il est proche de Soroki Bafoury Guillaume, quand tu nommes quelqu'un parce qu'il est de la famille de Soroki Bafoury Guillaume, quand tu nommes quelqu'un à la tête de la LONASI, haute autorité de la bonne gouvernance, parce qu'il est un proche de Soroki Bafoury Guillaume, vous êtes sans vouloir, comment expliquer? Sans le vouloir, vous êtes en train de créer un système. Vous êtes en train de créer une moule. Et il finit par s'y habituer. Il finit par s'y habituer. Soroki Bafoury Guillaume a développé ses habitudes depuis longtemps. Il fait ce qu'il veut. Quand il veut, il obtient ce qu'il veut. Quand il veut, il fait chanter qui il veut. Quand il veut, et puis il obtient tout. Ça a été comme ça toujours pour Soroki Bafoury Guillaume. Et ça a toujours fonctionné. Ça a toujours marché. Donc il ne peut pas comprendre que pour une fois on veut nous refuser. Il a obtenu des ministres, des ministères, la tête des institutions, de vous à moi. Quand vous prenez l'histoire des présidents de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui est le plus nul? Parce que c'est ça. Je suis en train de, chers followers, chers abonnés, chers aînés, chers mamans, chers grandes sœurs, je suis en train de mettre, c'est-à-dire d'aller dans le fondement même de comment nous avons créé le rebelle notoire, comment nous avons fait grandir le rebelle, comment nous avons fait comprendre à Soro, sans le vouloir, qu'il était au-dessus de tout le monde, qu'il était au-dessus des autres, qu'il était le plus intelligent, qu'il était, selon lui, et comme il le dit, et comme ses proches le disent, notre leader générationnel. Je n'ai pas de parti politique. Je n'ai pas de siège. Et nous sommes dans un état normal. Tout est propre. C'est un parti politique, groupement de partis politiques qui gagne des élections. Un groupement de partis politiques dans lequel Soroki Bafoury Guillaume n'était pas partie prenante. Parce que Soroki Bafoury Guillaume n'a pas signé d'accord. Lorsqu'on signait l'accord de Paris, là, il n'était pas dedans. C'est à quel titre? Juste après les élections présidentielles, Soroki Bafoury Guillaume avait des ministères, avait des faveurs, avait des hommes, avait des garde-corps, avait tout ce qu'il faut. Mais je reviens. Quand le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, décide de respecter sa promesse de campagne, parce qu'Alassane Ouattara était un homme de parole, sa promesse de campagne faite au PDCI, afin de libérer la primature et de nommer Aoussou Jano premier ministre de la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, nous sommes tous en Côte d'Ivoire, on a été tous en Côte d'Ivoire. C'est spectaculaire. C'est vraiment spectaculaire ce qu'on a vécu ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire Soroki Bafoury Guillaume saute de la primature quelques jours plus tard, comme dans un arrangement dont la Côte d'Ivoire seule a le secret, dont le RHDP seul, groupement des partis politiques, a le secret. Soroki Bafoury Guillaume devient président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Alors que tous ceux qui sont là, tous ces aînés qui sont là, savent très bien que Soro ne remplit pas les conditions. Ils savent très bien que Soro ne remplit pas les conditions. Parce qu'il n'avait pas 40 ans. Donc aujourd'hui, tout ce que Soro fait là, c'est nous on a provoqué. C'est nous qui avons créé notre propre démon. C'est nous. On lui a fait croire qu'il pouvait tout obtenir. On lui a fait croire qu'il pouvait décider du jour. On lui a fait croire qu'il pouvait décider de faire ce qu'il veut. Et dans sa tête, il s'est dit qu'il est un super-héros. Et c'est pourquoi j'ai rejoint la déclaration du ministre Ahmed Bakayoko qui a dit aujourd'hui, et je cite, au grand meeting de Yopougon, je salue au passage le boss Touré Alpha-Yaya avec le grand frère Babos, le coordinateur régional, le coordinateur, comment il s'appelle, Niaouré, Franck Niaouré, pour l'organisation parfaite de cette cérémonie. Le premier ministre a pris la parole, il dit quand Alassane Ouattara est avec toi là, tu as l'impression que tu mesures 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, mais quand il te quitte, c'est là que tu te rends compte que tu n'es que 3 pommes.
On a créé le monstre Soro. On a créé, on a fabriqué le monstre Soro. Chacun de nous, à sa manière, volontairement comme involontairement, on l'a fait. Donc aujourd'hui, il nous fait chanter. Aujourd'hui, il nous met dans des émotions. Aujourd'hui, il nous met dans des systèmes qui ne dit pas son nom. Mais quand un père de famille cajole son enfant, le met dans toutes les conditions pour qu'il réussisse demain, et que cet enfant-là réussit, et qu'au lieu d'être reconnaissant à son père, commence à faire chanter son père, il est déjà parti. C'est un enfant qui, normalement, comme le disait Gédéon, comme le dit souvent Gédéon, c'est un maudit. Il est maudit. Soro Kibafori Guillaume est devenu premier ministre ici, alors que nous, vous tous, vous et moi, on savait qu'il ne remplissait pas les conditions. Il ne faut pas voir se cacher. Est-ce que c'est faux? On savait tous. Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, de vous à moi. Regardez l'histoire politique de tous ceux qui étaient présidents de l'Assemblée de Côte d'Ivoire. Ils avaient une base, ils avaient vécu, ils avaient un bagage intellectuel, ils avaient une influence. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que arrive la troisième république, c'est-à-dire la nouvelle constitution de 2016, le président de l'Assemblée nationale était la deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Gilbert Kafana connaît. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale actuelle, rappelez-moi son nom, j'ai oublié son nom. Le président de l'Assemblée nationale actuelle, les Patrick Hachi, les Joachim, les qui encore, les Ali Sissé, les Bakongo, les qui encore ont accepté, les Soumaoro, Abadou Soumaoro, ont accepté, selon la Constitution, que la deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire, et ce pendant plusieurs années, soit Soro Kibafori Guillaume. Mais au nom de quoi? Arrangement. Au nom de quoi? Arrangement. Donc, je conclus pour dire, si avec mon chantage, j'ai pu avoir arrangement pour être ministre, mon chantage, j'ai pu avoir arrangement pour être ministre d'État, mon chantage et mes stratégies, j'ai pu avoir arrangement pour être premier ministre de l'État de Côte d'Ivoire. De vous à moi. C'est quel CV, c'est quelle base politique, c'est quelle histoire politique Soro Kibafori Guillaume, lui, l'avait pour être premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de... C'est comme quelqu'un, parce que c'est ton ex, tu n'es plus avec elle, tu la dénigres. Non, je ne suis pas comme ça. Mais de vous à moi. Quand on prend dans le contexte, la période dans laquelle Soro Kibafori Guillaume est devenu premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, regardez les fils de la Côte d'Ivoire qui étaient là, regardez les valeurs, que ce soit au FPI, au PDCI, au RDN, au MFA. Vous êtes sûr que le premier des ministres à l'époque devrait automatiquement être Soro Kibafori Guillaume? Devrait être forcément être Soro Kibafori Guillaume? Donc, quand Amiral Blindé, sous les de Paris, me sort la guêpe, me sort le débat de il a été le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, tu t'as forcé la fille là pour dire qu'elle te dit qu'elle t'aime. Elle n'avait pas le choix. Donc elle t'a dit qu'elle t'aime parce qu'elle a vu qu'elle n'avait pas le choix. Sinon en réalité, aujourd'hui où elle est libre, elle va te dire la vérité que toi tu ne peux même pas être. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On a fabriqué ce monstre. Mais quand par tout ça, il a pu être jusqu'à président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de l'État. Après président de l'Assemblée, c'est-à-dire que
je vais sortir de la peau de militant, du neutre que je suis, ou du sympathisant du RDR, militant cyberactiviste engagé pour le RHDP. Je vais sortir de ça. Et puis je vais me mettre un peu dans la peau de Soro Kibafori Guillaume. Je suis devenu député, alors que je n'étais pas le meilleur cadre de Ferké. Ferké là, je n'étais pas le meilleur cadre de Ferké pour être le candidat du RDR là-bas. Mais c'est moi on a choisi parce que je suis Soro Kibafori Guillaume, que je suis chef de guerre. Je suis devenu président de l'Assemblée nationale. Mais je sais que mes aînés, des gens qui sont plus calés que moi, étaient là. Mais c'est moi ils ont choisi. Parce que je suis chef rebelle, parce que j'ai des armes. Ça a fonctionné. Je suis devenu ministre. C'est ça, parce que ça a fonctionné. Je suis devenu ministre d'État. Ça a fonctionné. Président de l'Assemblée nationale, ça a fonctionné. J'ai donné même des gens pour être ministre dans la République de Côte d'Ivoire. Alors que je n'ai pas de parti politique. Ça fonctionne le chantage, l'influence. Les gens ont peur. Donc quand ils me regardent, ils ont peur. Donc ça marche. De vous à moi. Quand j'ai franchi tous ces escaliers-là, il me reste quoi? Et que j'ai des hommes qui sont ministres, mais qui ne sont pas membres du parti officiellement. Et qui me sont redevables. J'ai des soldats dans l'armée qui ne sont pas trucs, mais qui me sont redevables. Que j'ai des femmes, des hommes qui me viennent faire des points, alors que je ne suis pas membre officiel du parti politique. Vous voulez que je songe à quoi? Mais la dernière étape, et la dernière étape, c'est d'être président de la République. C'est nous, on a fabriqué. C'est nous, on a créé ça. Mais c'est nous-mêmes là, on va mettre fin à ça. Chers frères et sœurs, je suis dans la dernière partie de mon direct ce soir avec vous. Et c'est là que je vais vous demander de vous concentrer parce que c'est là que je vais sortir les papous. Les derniers sons que j'ai eus au sein de l'armée ivoirienne. Quand j'ai fini mon direct précédent, j'ai eu beaucoup d'appels. Les gens m'ont appelé. Partout dans le monde, Thaïlande, France, Amérique, États-Unis, un peu partout, partout, mais encore une fois, dans les bureaux, la hiérarchie militaire, des hommes politiques, des ministres de la République, tout le monde m'a écrit des textos un peu partout. Certains m'ont voulu savoir les noms, mais j'ai dit alors doucement. Moi, je ne suis pas dans les émotions. Je ne suis pas dans les émotions. Ça fait plus de 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai des personnes qui me suivent de partout dans le monde. J'ai ma crédibilité. J'ai des choses. Je préviens. J'interpelle. Aujourd'hui, Soro a fait tout ça là dans le chantage. Du vivant même du Premier ministre, Père à son âme, Amadou Koulibaly. Quand le choix d'Amadou Koulibaly, de vous à moi, ça dit de vous à moi, la génération après Alassane Ouattara, là, quand on choisit le Premier ministre Amadou Koulibaly comme le candidat du RHDP, je ne parle pas d'un autre parti. Normalement, est-ce que ça doit se discuter? Est-ce qu'il devrait avoir un débat? Parce que entre Amadou Koulibaly et Soro Kibafori, ce n'est même pas la même génération. Ce n'est même pas la même histoire politique, le même vécu avec le parti. Mais si quelqu'un a pu s'opposer à une sommité du parti tel que Amadou Koulibaly, il a traqué Amadou Koulibaly jusque sous son lit d'hôpital. Même dans sa tombe, il a traqué avec ses cyber-militants, ses cyber-activistes. Je pourrais dire, il a même tué Amadou Koulibaly, lui et ses cyber-militants. Quand quelqu'un s'oppose à tout, quand un individu s'oppose à tout, vous avez des gens comme ça dans la société. Eux là, ils sont partout. Les gens comme Soro là, ils sont partout. Hein. Dans les familles, dans les associations, dans les bureaux, dans les services. Eux là, la chose là, c'est bon quand c'est eux, ils sont devant. Il ne sait pas si vous avez remarqué des amis comme ça. C'est quand ça doit être bon là, c'est que c'est eux qui sont devant. Eux là, quand c'est bon, réunion de famille, association de quartier, tontino, football, quoi, tant que ce n'est pas eux qui sont devant, ça ne peut pas être bon. Tant que ce n'est pas eux qui sont à la tête là, ils ne peuvent jamais accepter ça. C'est ce genre de Soro Kibafori Guillaume. Ils s'opposent à tout. Ils sont opposés au président de la République avant même qu'on le choisisse le futur candidat.
Dès que le futur candidat a été choisi, il s'est opposé automatiquement. Les circonstances malheureuses qui sont arrivées ont fait que notre papa, quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect, beaucoup de considération, quelqu'un que j'ai aimé réellement, et ça, les vidéos, mes posts sont encore là pour le témoigner. Il nous a quittés dans des conditions que tout le monde sait. Aujourd'hui, j'ai fait tout pour ne pas me rappeler. J'ai fait tout pour l'oublier. Mais c'est vraiment difficile. Parce que quelque part là, il est toujours là. Quelque part là, je me rappelle de ses paroles, de son sourire. Quelque part là, je me rappelle de ce qu'il devait apporter à la Côte d'Ivoire. De par son histoire, de par son vécu, de par sa carrure, de par ce côté humain. Mais hélas, Dieu en a décidé autrement. L'homme est parti. Avec tout ce que vous savez. Mais automatiquement, dès que Amadou Coulibaly est parti, ils sont opposés au décès d'Amadou Coulibaly. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il a quitté le RHGP, il dit ça prend le fauteuil. Il s'oppose à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara dit je suis plus candidat, on soit tel candidat. Il s'oppose à l'autre candidat. Il s'oppose à lui jusqu'à ce qu'il se retrouve dans sa tombe, dans son hôpital, où il est dans son hôpital, où il se soigne là. Il a traqué jusqu'à il allait là-bas. En plein funérailles, lors de son funérail, il traque les gens dans le funérail. Il traque ses parents. Il nargue ceux qui sont dans la douleur. Il a dit que c'est telle personne qui a tué votre frère. Voilà comment il est mort. On dit, bon, comme il est mort, on choisit un autre candidat. Il traque automatiquement la personne qu'on a choisie. Ça veut dire que c'est quelqu'un là. Il dit, en un mot, tout doit tourner autour de ma personne. Si ce n'est pas moi, ce n'est personne d'autre. C'est ça qu'il s'agit. Si ce n'est pas moi, ce n'est personne d'autre. Et selon Kibafori Guillaume aujourd'hui, chers frères et sœurs, pour terminer, ça n'a rien à voir avec les militaires, sa stratégie là, ça n'a rien à voir avec les militaires qui sont en fonction. Ce n'est pas dans ça qu'il veut manger. Il a compris. Vous savez pourquoi les militaires en fonction ne peuvent pas suivre Soro? Ils ne peuvent pas le suivre parce qu'il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas des militaires dans la sous-région, actuellement où je vous parle là, qui sont mieux traités que les soldats ivoiriens. Je dis et puis je pèse mes mots. Ce sont mes amis, on est toujours ensemble. Il n'y en a pas de soldats aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont mieux traités. Ils sont les mieux traités de la sous-région. L'une des armées les mieux entretenues. L'État fait des efforts. Allez-y dans les casernes, renseignez-vous. Ils sont équipés. Les promotions se suivent. Les conditions sont réunies. Et l'armée est en phase avec le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. La hiérarchie est en phase avec le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Parce que le développement, la stabilité, la paix s'ensuit. Les militaires, là, avant d'être militaires, ils ont village. Avant d'être militaires, ce sont des hommes. Ils ont village, ils ont des parents. Ils voient ce qui se passe. On peut tout reprocher à Alassane Ouattara. Chacun ses forces, chacun ses faiblesses. Moi, je ne dis pas qu'il est parfait, parce que c'est un homme. Mais personne ne peut dire qu'Alassane Ouattara ne travaille pas. Que le RHGP n'emporte pas le développement. N'emporte pas qu'on appelle... Comment je peux expliquer ça? Mais les militaires, ce sont des hommes. Ils vont au village, ils voient les parents, ils voient les petites soeurs, ils voient l'environnement, ils voient comment le pays change. Maintenant, il y a des choses à améliorer. On peut toujours en parler, on peut toujours discuter. Et comme Soro sait qu'au niveau des militaires, il a tout fait et que ça ne va pas, voilà maintenant là où il tombe. Le contingent des 4800, non, les 8400, ce n'est pas 4800, les 8400, je ne sais pas si vous vous souvenez d'eux. Ceux qui avaient à l'époque tiré pour réclamer chacun 12 millions, je crois. On les avait versé 5 millions, après on les avait versé 7 millions. C'est ce contingent-là que Soro logne. Et comme quelqu'un a déclaré au meeting d'aujourd'hui à Yopougon, Soro Kibafori Guillaume les appelle tous les jours. Tous les jours, il est dans les téléphones. Tous les jours, il est sur eux. Pour les insulter, les demander pardon, les supplier. Il faut qu'on rentre en action. Vous êtes sûr que ce monsieur-là aime la Côte d'Ivoire? Vous êtes sûr que ce monsieur-là aime la Côte d'Ivoire?
Quelqu'un qui n'est plus avec une fille et qui décide par exemple de dire, bon, comme je ne suis plus avec elle, tout ce que j'ai fait pour elle, j'aimerais l'arracher. Ce gars-là, il n'a jamais aimé cette fille. Non, il ne l'a jamais aimée. Comme je ne suis plus avec elle, là, je vais aller l'arracher tout ce que j'ai fait pour elle. Comme je ne suis plus avec elle, là, je vais aller la tuer. Comme je ne suis plus avec elle, qu'elle est avec quelqu'un d'autre et qu'elle est heureuse là, je vais tout faire pour qu'elle meure. Parce que si ce n'est pas moi là, elle ne doit pas être heureuse quelque part. Ce gars-là, c'est un démon, c'est un sorcier. Côte d'Ivoire que toi tu dis tu veux diriger là, c'est cette Côte d'Ivoire là, tu appelles les gens tous les jours pour que les gens viennent abattre et on vient détruire la Côte d'Ivoire, on vient brûler. Mais à part ça, il y a vous savez, lors de la rébellion, il y a plusieurs soldats, plusieurs jeunes Ivoiriens dans toutes les régions, dans tous les ethnies qui avaient pris des armes volontairement. Écoutez-moi bien, c'est là même qui veut puiser, qui avait pris des armes volontairement, qu'on n'a pas intégré forcément dans l'armée. Il y a certains qui sont allés, il y a certains qui ont eu des départs volontaires. C'est à eux là que Soro s'adresse. Actuellement, c'est derrière eux il est. Ces jeunes qui ont su manier les armes, qui à un moment donné sont retrouvés des soldats, des militaires, qui sont retrouvés dans un contexte, je veux dire, où ils étaient obligés de se battre, de tuer. Soro aujourd'hui les rappelle, ces jeunes-là, et il leur dit, vous donné votre patrie à Alassane Ouattara pour qu'il soit président de la République, il vous a laissé tomber. Il vous a laissé tomber. Aujourd'hui, là, il vous a laissé tomber. Il vous a laissé, vous n'êtes pas militaire aujourd'hui. Moi, là, aidez-moi à faire un coup d'État. Aidez-moi à renverser le pouvoir. Aidez-moi à créer le trouble dans le pays. Aidez-moi à renverser l'État de Côte d'Ivoire, à renverser les ex-combattants. Merci beaucoup. Car là, les ex-combattants, c'est eux là, Soro appelle maintenant. Il a la liste. Il a les bases de données avec les complicités encore dans l'armée, dans l'administration. Il les appelle avec des chefs qui mettent devant pour réunir ces jeunes-là. Je vais leur donner l'argent. Faites, on va faire. Faites, on va faire. Il y a un domicile. Un domicile. Je pense que je vais le transmettre aux autorités compétentes, mais je vais seulement vous donner la stratégie ici déjà. Soro Kibafore Guillaume a commencé, selon lui, et selon ce qu'on a comme information, à des hommes, à des véhicules de liaison. Ils ont des véhicules qui rentrent dans une cour bien clôturée. Le véhicule rentre là-bas. Et quand ça ressort, ça sort avec des plaques jaunes. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire le véhicule vient, ça rentre dans la clôture. Et quand ils sont 20 000 ex-combattants. 20 000 ex-combattants sur tout le territoire. C'est sur eux, la Soro Kibafore Guillaume compte. Donc souvent quand ils parlent, les gens sont concentrés sur l'armée. Les gens sont concentrés sur les soldats. Les gens sont concentrés sur les militaires en fonction. Non! Il n'y a pas un militaire actuellement qui est prêt à mourir pour un homme politique. Il n'y en a pas. Actuellement, chacun se cherche. Chacun a ses projets, chacun a ses problèmes. Mais ces 20 000 là, qui selon lui sont des frustrés là, c'est eux, lui, ça va voir. C'est eux, il va chercher. Il a des locaux dans les quartiers, au nord du pays, dans certaines régions, dans certaines villes. Mais tout est déjà repéré. On a déjà repéré toutes les traces qui va faire. Ils viennent avec des véhicules, ils rentrent dans les entrepôts, ils déchargent ce qu'il a déchargé, ils chargent ce qu'il a chargé. Mais quand le même véhicule ressort de l'entrepôt, le véhicule sort avec des plaques jaunes. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des plaques jaunes. C'est pourquoi je demande à l'État, au corps habillé, aux forces de l'ordre de faire attention. Ce n'est pas tout ce qui est plaque jaune qui doit passer. Ce n'est pas parce que c'est plaque jaune que vous devez laisser passer au corridor. J'attire votre attention. Ma source est formelle. Ma source est formelle. Les véhicules personnels rentrent dans l'entrepôt, mais quand elles ressortent immatriculées des plaques jaunes. Des plaques de l'administration. Pour ne pas qu'on fasse attention. Pour ne pas qu'on vérifie. Et ça continue. Ils sont en train de circuler. C'est pourquoi, quand on dit un aveugle dit il va te lapider là, c'est qu'il a son pied si caillou. Mais tout ça là, c'est repéré.
Tout ça là on sait et puis on te regarde. Et puis on est préparé sur le Kibafori Guillaume, on t'attend. Tu auras à tuer 25 millions d'habitants pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Tout le monde peut être président de la République de Côte d'Ivoire. Tout le monde peut être mon président. Mais ce n'est pas Soro Kibafori. Je vous ai toujours dit. Le jour où Soro Kibafori devient président de la République de Côte d'Ivoire, je m'en vais au Ghana, d'après Eskeli. Je rentre au Ghana. Je préfère être gagné. Je préfère être gagné que d'être dans un pays qui est dirigé par Soro Kibafori Guillaume. Dans mes rêves, dans mes pires cauchemars, je peux accepter tout le monde. Moi, je ne sais pas faire semblant. Vous me connaissez, je ne sais pas faire semblant. Certains me disent non, je ne sais pas faire semblant. Je ne peux pas accepter un incompétent notoire de la trame de Soro Kibafori Guillaume à la tête de mon pays. Ah oui, à qui c'est mal? Elle dit, mais tu es gagné déjà. En tout cas, je suis gagné. Tu es gagné déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc, Soro Kibafori Guillaume a ses hommes. Il est en train de mobiliser les 20 000 ex-combattants, les démobiliser. Il y a ce qu'on appelle la centrale. J'ai des amis de Facebook ici, des followers ici qui peuvent savoir de quoi ils parlent. La centrale, il dit, quand je vais devenir président de la République, là, bonsoir maman Chanel K, sois salué depuis ta position. Quand je vais devenir président de la République, je vais vous payer l'argent des centrales. L'argent des centrales dont il parle aujourd'hui, qu'il est en train d'exhorter les 20 000 ex-combattants à venir détruire le pays, à venir brûler le pays. C'est quelque chose que Soro devait à ces soldats-là. C'est quelque chose que Soro devait payer depuis longtemps, en tant que chef rebelle. Il n'a pas payé. Il dit c'est maintenant il va les payer ça. Il dit c'est maintenant quand lui sera président de la République, là, quand il va venir nous tuer pour être président, c'est là il va les payer ça. C'est ça il prend pour faire chantage. Sinon de vous à moi. De vous à moi. Ils ont quelques armes, sûrement qui sont déjà rentrés au pays. Entreposés ça et là. On m'a même donné des noms avec précision dans certaines villes de la Côte d'Ivoire, avec indication précise. Mais ça serait hors antenne, acquis de droit. Hors antenne, acquis de droit. Mais la Côte d'Ivoire est chérie. La Côte d'Ivoire n'appartiendra pas à Soro Kibafori Guillaume. La Côte d'Ivoire ne va pas sombrer. Il n'y aura plus de morts en Côte d'Ivoire. Personne ne va mourir encore en Côte d'Ivoire. Personne ne va donner sa vie en Côte d'Ivoire. Personne ne doit mourir encore pour un homme politique pour des élections. Les élections, là, je choisis celui que je veux. Je vote qui je veux. Et c'est celui que je veux là qui devient président de la République de mon pays. On ne peut pas me forcer. On ne peut pas m'obliger. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas me forcer. On ne peut pas m'obliger. Soro Kibafori Guillaume aujourd'hui est devenu la star de l'opposition. C'est Soro, vous-même regardez, c'est Soro qui parle. C'est Soro Kibafori Guillaume qui parle. Des snipers. Voilà, des snipers ont été déjà recrutés. M. Koulibaly dit des snipers ont été déjà recrutés. Et ils sont prêts. Ils sont prêts. Ça dit, ils se voient dans un film. Ils se voient dans un film. Ils se voient dans un film. Soro Kibafori Guillaume, c'est Soro Kibafori Guillaume. Quelqu'un qui a maîtrise d'anglais. C'est lui qui fait communiquer. C'est lui qui fait conférence de presse. Et puis un ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Un ancien président de la République de mon pays comme Henri Konan Bédié. C'est Soro Kibafori Guillaume qui fait conférence de presse. Et puis Henri Konan Bédié, lui, il a pris acte. C'est ça Henri Konan Bédié dit, lui, il a pris acte. C'est là Henri Konan Bédié vient dire que j'ai pris acte et je décide de l'accompagner. C'est-à-dire, président de la République, l'ex-président de la République, Henri Konan Bédié, quelqu'un qui a un parti politique, quelqu'un qui a dirigé la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est allé à l'école, quelqu'un qui a un carnet d'adresse, quelqu'un qui est un intellectuel. C'est un petit qui a maîtrise d'anglais, qui va déclarer à la CI que lui, il est professeur. Un professeur qui n'a jamais enseigné dans un lycée, même collège, même école primaire, on l'a jamais vu là-bas, il dit il est professeur. C'est lui là qui fait conférence de presse. Et puis Henri Konan Bédié dit qu'il prend acte de ce que Soro Kibafori Guillaume a dit. Afi Nguessa dit il prend acte de ce que Soro Kibafori Guillaume a dit. Il y a un problème.
Qu'est-ce qui fait que tous sont d'accord avec lui? Qu'est-ce qui fait que tous sont unanimes avec lui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toute l'opposition est en train de capituler et en train de se mettre à la disposition de Soro Kibafori Guillaume? Posez-vous la question. Je vous ai dit, et j'ai toujours répété, c'est Soro qui est parti donner de l'espoir à l'opposition. C'est lui qui allait proposer ses services à l'opposition. C'est Soro qui allait donner sa potion magique à l'opposition. C'est lui qui allait leur dire, j'ai une potion, je sais ce qu'il faut faire pour reprendre le pouvoir. Je peux faire, ça va prendre, aidez-moi, soutenez-moi. Et après ça, on va passer à ce qu'on appelle la transition. Et après, on va faire la transition. De quelle transition on parle? Tous. Et nous allons aller de manière graduelle. Nous allons aller de manière graduelle dans le cassage des papous, dans la destruction de la tentative de déstabilisation des preuves et des faits. On va avancer selon le niveau. C'est-à-dire, on va pas à pas. Quand ils avancent, on va avancer. On va toujours informer. On va toujours informer. On va toujours dire ce qu'il y a là. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas basculer. La Côte d'Ivoire reste debout. La Côte d'Ivoire reste debout. La Côte d'Ivoire, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est 31 régions. C'est 2 districts autonomes. La Côte d'Ivoire, c'est 25 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, nous-mêmes les civils, là, on n'est plus beaucoup que l'armée. Les civils, là, on n'est plus beaucoup que l'armée. Nous-mêmes les civils, notre engagement, notre détermination, c'est plus fort que pour l'armée. Je ne vois pas aucun coup d'État, aucun coup de force, aucun soulèvement populaire ne se fait sans le peuple lui-même. Sans le peuple lui-même. Si des vagabonds, si des aventuriers sont aujourd'hui au pouvoir au Mali, mais c'est parce que le peuple lui-même était d'accord. C'est parce que le peuple lui-même était d'accord. Si Soro Kibafori Guillaume lui-même a pu opposer sa rébellion à Laurent Gbagbo, c'est parce que l'environnement politique, c'est parce que les populations du Nord, à un moment donné, c'est parce que les Ivoiriens dans leur ensemble, dans un moment donné, se sont retrouvés dans les revendications de la rébellion. Ils ont trouvé que dans les revendications de la rébellion, dans ce que revendiquait la rébellion, ils avaient aussi, se retrouvaient aussi leurs revendications, leurs besoins. Donc ils appuyaient la rébellion, ils lui donnaient gîte et couvert, parce que dans ça se trouvaient aussi eux-mêmes les combats. C'est tout. Maintenant, il va venir faire sa rébellion là-haut. En s'appuyant sur quel pays? Aucune rébellion au monde ne peut fonctionner. Aucun coup de force ne peut fonctionner sans la population d'abord elle-même. Sinon, ce n'est pas que les nordistes, quand j'entends les gens dire non, les nordistes ont soutenu la rébellion, le RDA a soutenu la rébellion. Non, le RDA était un parti politique constitué qui avait un combat. Et la rébellion défendait aussi les idéaux que défendait le RDA en tant que parti politique constitué. La majorité des cadres du RDA étaient traités comme des étrangers. La majorité des enfants du Nord étaient traités dans leur propre pays comme des étrangers. Et la rébellion qui cherchait place, la rébellion qui cherchait la plaie pour avoir maison, pour manger, l'eau pour boire, disait à ceux qui partaient trouver que, comme vous voulez vos pièces d'identité, là, quand vous dites, on dit vous êtes étranger, là, sinon on gagne, là, si on a pris, si on a chassé Gbagbo, là, on va faire, vous allez avoir vos pièces d'identité, vous allez devenir des vrais Ivoiriens. On va vous réconcilier, on va vous réhabiliter. On dit, ah, si c'est pour ça, là, vous pouvez dormir ici pour faire votre travail. Point bas. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, montrez-moi dans le combat de Soro Kibafori Guillaume qu'il est en train de faire là. C'est quelle population de quelle région qui va le soutenir? Ça dit par miracle. C'est quelle population de quelle région de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui va lui dire j'offre gîte et couvert à Soro Kibafori Guillaume? Et à ces rebelles, et à ces Touaregs, et à ces terroristes.
Et aujourd'hui, on constate que les rebelles, il y en a partout. Dans le milieu du sport, on voit les rebelles, les terroristes, ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Des gens qui en veulent de la Côte d'Ivoire, il y en a partout. Dans les milieux sportifs, dans les milieux des artistes. Aujourd'hui, Gadi Seri est devenu quelqu'un qui fait vidéo. Voilà quelqu'un qui a échoué dans sa carrière de footballeur. Il a échoué dans sa carrière de musicien. Aujourd'hui, il est venu me rejoindre. Il fait vidéo aussi. Maintenant, il est devenu cyber-militant. Voilà, mais oui, on ne sait pas tu es garçon ou tu es femme. Lui aussi, maintenant, il fait vidéo. Serge Kassi a une position ambiguë. Sa forme, même sa corpulence, il me dépasse aujourd'hui. Et lui aussi, maintenant, il fait vidéo. Des gens, on ne comprend plus rien. Chers frères et sœurs, soyez sérieux. Soyez tranquilles. Faites confiance au président de la République. Faites confiance au docteur Alassane Ouattara. Faites confiance au RHGP et allons aux élections. Mais je vais terminer par répéter ceci. L'opposition que moi je vois là, l'opposition que moi je vois avec ces agissements que je vois, je ne pense pas. Ne soyez pas surpris qu'à la veille du début de la campagne électorale, que des gens viennent vous dire, nous on n'est pas candidats. Nous on ne va plus aux élections. Nous on ne va pas aller aux élections. Élections, on s'oppose même à ça déjà. Ne soyez pas surpris, hein. Soyez préparés à ça. Mais quand ils vont se retirer là, on va tous aller aux élections. On va voter à 99% et puis on sera président de la République. On va avancer. On va avancer. Chers frères et sœurs, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Je vais terminer mon direct de ce soir en rappelant mes services. Et franchement, j'ai dit que depuis un bon moment, je mettais... Oui, Kabeka Bamba, c'est comme ma cousine. Ça va bien, non? Merci beaucoup. Tu es un ange. Voilà, tu es un ange. Alors, je mettais à la disposition de mes followers, de mes abonnés. Voilà. Élie de Dieu, il faut me laisser tranquille. Je mettais à la disposition de mes followers et de mes abonnés depuis un bon moment. On a dit des terrains dans tout Abidjan. Dans tout Abidjan, nous avons des terrains pour tous nos followers, tous nos abonnés. En tout cas, les choses avancent bien. Et pour ceux qui veulent s'en procurer des terrains dans tout Abidjan, des gens qui veulent des matériels de carrelage, des gens qui veulent tout ce qui concerne le bâtiment, vous pouvez nous contacter. Et c'est le numéro que vous connaissez. Désormais, tout le monde connaît ça. C'est le 07 39 09 09. 07 39 09 09. C'est un numéro WhatsApp. Donc, si vous êtes à l'étranger, vous mettez 00225 07 39 09 09. J'ai dit tout ce qui concerne le bâtiment. Mais d'abord, avant ça, il faut que vous ayez un terrain. C'est une opération où j'ai dit un abonné, un terrain à Abidjan. Que tu sois à l'étranger ou pas. Un abonné, un terrain. Un follower, un terrain. Voilà. Il faut appeler. On va arranger ça. La visite du terrain, c'est 10 000. Parce que les gens nous prennent à la faille pour dire on a qu'à les montrer des terrains à Bassam. On va lui montrer à Bassam et puis on revient. Et puis, voilà, c'est nous on paye le transport. Donc, les visites maintenant, dorénavant, les visites sont à 10 000. J'ai même pas encore fini le direct. Ils ont commencé à appeler. Les gens de la France, là, vous êtes trop chaud. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse chacun. Et puis bon, on est ensemble. C'est votre serviteur. À demain pour un autre rendez-vous. La Côte d'Ivoire est dirigée. La Côte d'Ivoire est gérée. Et Dieu protège la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À ciao.